Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette vidéo discussion qui va être consacrée à vos questions. Nous sommes des élèves de l'EN3S et nous sommes membres du dispositif accompagnement au concours EN3S par les élèves. À ce titre, nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous, notre expérience et de répondre à toutes les interrogations que vous vous posez par rapport au concours. Tout au long de cette discussion, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez nous les écrire dans le chat ou vous pouvez aussi prendre la parole directement en activant votre micro. Voilà, c'est un échange qui se veut assez interactif, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Juste avant de commencer, quelques points importants qu'on voudrait préciser. Tout d'abord, peut-être que vous l'avez remarqué, cette visioconférence, elle est enregistrée en vue d'être rediffusée sur notre chaîne YouTube. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'image ou qu'on entende votre voix ou qu'on voit votre prénom, n'hésitez pas à nous le signaler à l'issue de l'échange. Vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse du dispositif qui est en3s par ses élèves @gmail.com. Je vous le réécrirai dans le chat au cas où. Euh, Aussi, pour garantir la qualité des échanges, merci de bien vouloir couper vos micros quand vous souhaitez pas intervenir et de les activer que quand vous souhaitez prendre la parole. Et enfin, on voulait aussi préciser que ces webinaires, donc cette initiative, elle est portée par les élèves et non par le N3S. Elle est entièrement indépendante et ce n'est pas quelque chose non plus qui viendrait se substituer aux préparations existantes, notamment celles qui peuvent être proposées par l'Institut CADIS, par les universités et les IEP. Maintenant que j'ai précisé ces éléments, je vous propose qu'on commence par un rapide tour de table pour que chacun d'entre nous puisse se présenter, revenir un peu sur son parcours, les matières qu'il a choisies pour les écrits et pour les oraux. Ça vous laisse aussi le temps, si vous voulez, d'écrire vos questions dans le chat ou alors d'y réfléchir pour nous les poser après. On va commencer par un bout de table. Je ne sais pas si Charlotte ou Olivier souhaitent. N'importe. Moi, je peux y aller si tu veux. Ouais. Dans l'ordre habituel. Allez. Donc, Olivier Saint-Ville, concours interne. Moi, j'ai obtenu un Master 2 en droit des affaires il y a quelques années déjà. J'ai eu un parcours en banque assurance à la suite de mes études universitaires. Et j'ai intégré ensuite l'institution par le biais du RSI. Et j'ai été dans plusieurs régions, différentes branches et organismes, autant en URSSAF qu'en CPAM. Et c'est le dernier poste que j'avais en tant que manager stratégique au sein d'un département assuré. Et pour ce qui est du concours, j'avais les matières classiques, on va dire, hein, pour un interne, à la seule option qu'il y a à l'écrit, l'étude de cas ou une question managériale, je crois, son nom officiel. Et à l'oral, santé publique et protection sociale. Alors, à mon tour. Bonsoir tout d'abord. Moi, c'est Élie Flandrin, donc élève interne également. Alors, pour mon parcours, avant d'intégrer le N3S, je suis issu des études comptables. J'ai fait un master comptabilité contrôle audit, ainsi qu'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, que j'ai réalisé en alternance. J'ai été dans une entreprise et en cabinet comptable. Et ensuite, au niveau de la sécurité sociale, je suis rentré à la MSA de Limousin en tant qu'agent de contrôle agréé assermenté, contrôleur pour ainsi dire, pendant 7 ans. Je n'ai fait que ça à la sécurité sociale, mais du coup, ça m'a passionné. Et ensuite, j'ai passé le concours. Alors, pour le coup, j'ai pas pris des matières classiques. J'ai pris la gestion comptable et financière. Quelle surprise! Et ensuite, pour les oraux, j'ai pris santé publique et questions sanitaires et sociales. Voilà. Bien, bonsoir à tous. Georges Michael, moi je viens du concours externe. J'avais fait une licence de droit à la Sorbonne et ensuite un master de préparation au concours à Sciences Po Rennes. En ce qui me concerne, à l'écrit, j'avais pris le droit public, à l'oral, j'avais pris l'économie et les questions sanitaires et de protection sociale. Voilà. Et Eva Champon, élève externe également. Moi, j'ai fait une licence économie-gestion à l'IAE de Lyon et j'ai enchaîné toujours à l'IAE de Lyon avec
une année de master assez générale en management et en qualité, puis une deuxième année qui est plus spécialisée dans le management des structures sanitaires, sociales et médico-sociales. Et j'ai fait donc 2 ans d'alternance puisque mon master était en alternance. Et donc une année au siège d'un groupe associatif qui gère des structures médico-sociales en France, principalement des EHPAD. Et une deuxième année donc plutôt en établissement, en EHPAD, où j'étais au service RH. Et concernant les matières des concours, j'avais choisi à l'écrit économie. Et aux épreuves orales, j'avais pris questions de sanitaire et de protection sociale également et santé publique. Bonjour, je m'appelle Chanel Maronfoli, élève externe aussi. Donc concrètement, mon parcours, j'ai fait un double cursus donc à Sciences Po Grenoble et une licence de droit à l'Université Grenoble-Alpes. Et pour ma 5e année en master 2, je suis partie à l'IPAC de Rennes au master droit et gouvernance, droit et gouvernance du secteur sanitaire et social pour préparer le concours. Donc, s'agissant de mes matières, j'ai choisi culture G à l'écrit et questions sanitaires et sociales et santé publique aux oraux. Et enfin, bonjour, donc Charlotte Normand. J'ai aussi passé le concours en externe. J'ai fait une école de commerce et j'ai ensuite intégré la CPM de la Gironde en tant que manager de proximité à la plateforme téléphonique. Et au bout d'1 an, j'ai passé le concours. J'ai choisi la matière études de cas à l'écrit et aux oraux protection sociale et économie. Voilà. Merci à tous pour vos présentations. Maintenant, on va enchaîner avec la réponse à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à les écrire ou à intervenir au micro. Et puis, vous êtes complètement libre de poser tout type de questions, hein, que ce soit des questions assez générales sur les révisions, la méthodologie, la motivation. Et vous pouvez aussi poser des questions plus spécifiques à une matière. Au vu de la diversité des matières qu'on a choisies, je pense qu'on pourra vous répondre. Donc, j'envoie une dans le chat. Bonjour à tous. Concernant l'étude de cas, auriez-vous des conseils pratiques sur l'exercice, compréhension de la commande, gestion du temps, etc. Tu veux commencer, Olivier? Oui. Alors bon, moi, c'est vrai que c'est pas ma matière préférée, mais, mais c'est vrai qu'il faut extrêmement bien, oui, structurer son temps et respecter j'ai plus les éléments en tête, mais le timing qui est donné, alors, idéal pour passer du temps sur l'analyse de la situation, réaliser son SWOT, ou enfin, la grille d'analyse qui permet d'identifier les problématiques. Et ensuite, cette matrice servira à construire le plan stratégique et ensuite le décliner en action. Donc, je pense qu'il faut, ça c'est vrai pour toutes les matières, extrêmement bien respecter ces timings-là, parce que ça permet d'être en confiance et d'accorder suffisamment de temps à chaque élément sans se disperser. Et ça permet d'avoir une base de sécurité. Et puis après, voilà, aussi bien décliner, alors, selon où vous en êtes dans l'avancement des préparations, bien déclinées sur la partie bien différencier stratégie et action de mise en œuvre du plan. C'est là où est très fortement la plus-value, la partie analyse, synthèse au début. On se retrouve, je pense, tous à peu près à avoir moi, à part certains qui font des impasses, mais sinon on retrouve tous à peu près les mêmes éléments. Et là où vraiment la plus-value se fait, c'est sur la façon dont on présente et sur les éléments stratégiques et opérationnels présentés. Oui, oui, je te rejoins. Je pense que le plus important, c'est de bien suivre la commande. La commande, elle est clairement explicitée. On vous dit clairement ce qui est attendu. En général, c'est un grand 1 de diagnostic et un grand 2 de proposition, mais ça peut varier, donc lisez bien la commande. Et après, je pense que quand même, la partie diagnostic, c'est la base de votre travail. Il faut vraiment que vous ayez identifié clairement des difficultés, hein, puisque le cas se pose parce que l'entreprise ou l'organisation rencontre des difficultés. Et en fait, c'est à partir du diagnostic que vous aurez formulé que vous allez pouvoir proposer des solutions. Donc, votre grand 2, il est vraiment en appui du grand 1. Donc, ça doit être presque
de la logique, ça doit vraiment découler naturellement de la première partie. Je vous conseille de passer un peu plus de temps sur le diagnostic, et plus il sera solide et plus ce sera facile de décliner des propositions. Et sur les propositions, essayez de les rendre le plus précis possible avec un montant, combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, quels acteurs seront impliqués. Voilà, plus vous apporterez un niveau de précision élevé et plus ce sera valorisé. Merci Charlotte et Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'attends de voir, sinon on piochera dans les questions qu'on a aussi de notre côté, qui ont été formulées à l'écrit ou enfin dans notre stock de questions. Si j'en vois pas, on va basculer sur celle-ci. Bon. En attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions de votre part, on vous propose de piocher des questions dans notre stock pour pouvoir continuer l'échange. Et si jamais vous avez des questions peut-être qui font écho à ce qu'on va dire ou qui vous viennent, n'hésitez pas à intervenir et à nous en faire part. On a une question qui nous a été formulée en amont du webinaire, qui était de savoir ce qui a pu être dur, pour réussir le concours finalement, et pourquoi est-ce que ça a été dur. Peut-être si on peut chacun revenir sur quelque chose qu'on a trouvé particulièrement difficile et pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui ont... Peut-être que je dirais la régularité, parce qu'on a parfois des moments où on se décourage un peu, où on a moins la motivation. Et je pense que ce qui fait la différence entre les candidats, c'est la régularité que vous aurez. Donc voilà, quand ça va un peu moins bien, essayez peut-être de faire de vous reposer sur des éléments que vous préférez. Si vous préférez faire des fiches, fichez. Mais voilà, essayez de rester régulier au maximum. Et je pense que c'est le plus difficile selon moi. Et du coup, je continue et je rebondis sur la question de la régularité, mais c'est aussi le cas pendant les écrits, si vous passez plusieurs concours et même pendant les oraux, parce que c'est vrai que c'est une cadence qui est quand même assez difficile, surtout si vous avez beaucoup de concours à passer. Et concrètement, laissez-vous aussi et accordez-vous vous des temps de repos entre les concours pour vous remobiliser de manière plus importante les jours J, parce que c'est vrai que c'est quand même très difficile. Donc voilà, ce serait un peu mon conseil de manière générale. Moi, je pense à un autre point, même si je suis d'accord avec vous aussi. C'est là, je sais qu'en ce moment, il y a des concours blancs ou en tout cas, du moins certains d'entre vous, en fait aussi dans le cadre peut-être de leur prépa. Et parfois, les concours blancs donnent pas toujours les résultats qu'on aimerait avoir. Et ça peut être parfois un peu difficile de voir ses notes quand on a passé 4 ou 5 heures sur sa copie et qu'on s'est appliqué. Mais parce que, ce qui est important, en fait, c'est malgré les résultats qui sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on espérait, il faut quand même pas lâcher et s'accrocher et justement bien prendre conscience des points qu'on peut améliorer pour aller chercher ces points qui nous manquent, en fait, sur nos copies. Et voilà, ne pas se laisser démoraliser par des résultats qui seraient insatisfaisants parce que on commence tous par ça et on passe tous par là. Et justement, il faut s'en servir de tremplin et savoir rebondir pour faire mieux. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Moi, je dirais que de mon côté que peut-être que la période de révision est un peu moins stimulante que la période de construction des cours et des fiches. Donc, je crois qu'il faut vraiment mieux gérer son temps, puisque c'est une période qui est beaucoup plus, comment dire, prévisible et répétitive que celle de la construction des fiches, où on ne sait pas sur quel sujet on va tomber, on ne sait pas ce qu'on va ficher demain, et on apprend tous les jours, alors que dans la période de révision, on relit. Et je crois qu'en ces moments-là de révision, il faut mieux formuler, mieux préparer son quotidien. Et si un jour vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de travailler, faites autre chose un temps. C'est mieux que de rester devant son ordinateur ou devant une feuille, devant des heures et de finalement rien lire. Moi, ça m'arrivait. Je trouvais que c'était toujours beaucoup mieux de sortir un peu, de prendre l'air, puis de revenir. Vous serez requinqué en faisant comme ça. On nous dit souvent que c'est un marathon, mais c'est particulièrement vrai. Et alors, je prends mon cas, effectivement, dans la même journée, on peut avoir des hauts et des bas.
c'est vraiment des montagnes russes, en fait, le concours, hein. Mais il faut garder un cap. Effectivement, vous arriverez au bout du tunnel, hein, à un moment donné. Donc il faut garder ça en tête au quotidien. Et alors moi, le conseil que je vous donnerais, qui n'a pas encore été abordé, c'est peut-être le fait, alors je ne sais pas si pour les externes ça marche pareil, mais en tout cas pour les candidats internes, je conseille effectivement de trouver au moins un binôme. Peut-être pas un trinôme parce qu'après ça commence à être compliqué quand on s'accorde, etc. pour les révisions, mais le fait par exemple d'avoir un binôme, ça peut être utile si jamais en termes de motivation c'est un peu compliqué. Parce que quand vous créez un binôme, en fait, vous créez un planning, enfin vous organisez votre temps de travail collectif et ça vous oblige quelque part à travailler, à faire ce que votre binôme attend de vous et vice-versa. Donc ça peut être une méthode intéressante. Après, tout le monde ne sera pas, ne voudra pas travailler à plusieurs, hein. Ça, c'est personnel aussi. Mais si jamais il y en a certains qui sont pas, voilà, qui se sont dit, bah, je vais travailler seul, qui ne se sont pas posé la question de travailler avec quelqu'un ou quoi, ça pourrait être intéressant. Et c'est pas parce qu'effectivement on est le 16 avril qu'on peut pas le faire aujourd'hui. C'est pas trop tard en soi. Voilà, nous, on avait intégré quelqu'un juste après les écrits pour les oraux. Bon, bah, on avait pu faire au moins un travail de fichage, c'était un travail d'abattage, on avait fait 500 fiches avec l'IA, ça j'y reviendrai peut-être, mais bon, ça a été utile parce que derrière, on peut diviser par le nombre de personnes les tâches. Donc ça, c'est pas mal aussi, hein. Je suis d'accord, puisque je reviens sur mon expérience. J'avais travaillé de manière un peu individuelle au cours de l'année. Par contre, pour les oraux, on avait travaillé à un groupe de 5 et c'est vrai que c'était beaucoup plus motivant. Et surtout l'été, parce que l'été, c'est une période qui est quand même assez difficile. On a envie de se reposer, on est après les écrits, donc c'est assez difficile de se remobiliser. Donc c'est particulièrement vrai pour les oraux. Oui, sans trop reprendre des éléments qui ont été donnés, mais pour un interne, ce que je trouvais particulièrement difficile, moi, c'était bah, le cumul de son activité professionnelle classique et l'apprentissage, la montée en compétence sur les différents attendus. Et puis, je rejoins effectivement sur les recettes. Bah voilà, s'écouter, alors pas trop non plus, mais, mais savoir se reposer et pas se sentir mal parce que à un temps donné, on s'accorde du temps pour soi pour mieux repartir après. Je pense que voilà, ces temps de respiration sont très importants. Ça rejoint la thématique du marathon. L'idée, c'est de durer. Et puis, pareil aussi, ouais, effectivement, la partie des écrits, bah, on est sûr d'y aller, enfin, sauf accident, mais la préparation qu'on y met, elle va aboutir à rendre des copies. Pour les oraux, il n'y a pas du tout ça. Donc, effectivement, rester absolument motivé, quelle que soit l'idée qu'on ait pu avoir de sa production à l'écrit, et se dire, ben voilà, j'en suis arrivé là, donc je me donne également les mêmes chances et je travaille autant les oraux que les écrits, même si je ne suis pas sûr d'y aller. Et cette dimension-là aussi, je pense, est importante à intégrer, mais ce sera dans un deuxième temps pour vous. Merci. Donc, on a eu une autre question sur l'étude de cas encore. Pensez-vous qu'il faille des connaissances socles ou est-ce que l'analyse des documents est la base? Alors, je dirais que les documents, ils suffisent. Après, effectivement, si tu as des connaissances RH, ce sera toujours valorisé. Voilà. Donc, voilà, sans connaissances, on peut y arriver. Les documents sont exhaustifs, hein, permettent de faire un diagnostic et de proposer des solutions. Maintenant, si vous avez une expertise ou des connaissances dans des domaines spécifiques, c'est aussi le moment de les valoriser dans votre copie. Oui, ouais, je pense aussi effectivement des thématiques sur la conduite de projet, sur la communication. Il y aura effectivement quelques mots-clés ou actions-clés, mais qui ne nécessitent pas une hyper spécialisation non plus, Non. mais qui apportent une plus-value dans la partie connaissances personnelles à ajouter au fond documentaire. Ouais. On a eu une autre question. Alors, avez-vous des conseils aux candidats du troisième concours, plus spécifiquement aux candidats en révision autodidacte dans ce cadre, donc sans classe prépa? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de troisième concours parmi nous, mais pour les révisions un peu en autodidacte, je sais pas si. Je pense que tout le monde ici était. Je demande à Sébastien en parallèle.
Il est en train de me répondre, du coup, comme c'est un troisième concours. Super. Voilà, Ça, c'est efficace. Top. Pour les révisions autodidactes, je pense que le piège, c'est en fait, il y a énormément de ressources, de dispositifs comme le Notes, mais voilà, il y a beaucoup de ressources disponibles. Et donc, le risque, c'est vraiment de se perdre. Donc, je pense qu'à ce stade, il faut vraiment se concentrer sur peut-être que vous avez un ou deux ouvrages, mais pas plus. Voilà, vraiment peut-être cibler. Je pense que c'est le risque du candidat autodidacte par rapport à celui qui a vraiment un cadre plus abouti. Ça sur la partie connaissance, puis la partie méthodo aussi. Mm. Alors c'est vrai, il y a une partie qui t'apprend, mais l'autre qui ressort aussi des exercices, des devoirs qui sont rendus. Il y aura peut-être un peu plus de difficulté du coup à éprouver cette partie-là, mais c'est pas impossible non plus. Mais pas laisser de côté la partie méthodo, je pense qu'elle a aussi son importance côté troisième concours. Je dirais aussi que quand on est en prépa, enfin, du coup, on a forcément des temps d'entraînement en conditions réelles, on nous place en conditions réelles et du coup, on fait l'exercice, on apprend à mobiliser ses connaissances en 4 heures, voilà, sans distraction. Et je pense que c'est important quand on est un autodidacte, en fait, de faire comme si, de faire des vrais entraînements au concours et vraiment voilà, de se mettre un minuteur et faire 4 heures où on est devant sa copie et on bouge pas. Pour moi, enfin l'entraînement, surtout à cette période de l'année, le concours qui s'approche, ça devient vraiment un enjeu de pouvoir s'entraîner. Et ne serait-ce rien que pour apprendre à rester en place pendant 4 ou 5 heures, quoi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est quand même très long. Et ça peut faire bizarre de le faire le jour J si on ne l'a pas fait avant. J'ai les réponses de Sébastien, du coup, Ouais, sur la question. Alors, bon, ça après, il faudra passer par la prépa par ses élèves, mais apparemment, il a une place pour le tutorat. ok. Il faut le savoir. Il a dit de faire des notes de synthèse, de faire des dissertations de culture générale si c'est la matière choisie, et enfin de dissocier les écrits des oraux, se dire que c'est deux concours différents avec deux obstacles à franchir un par un. Voilà pour Merci Sébastien. Sébastien. Oui, oui. C'est vrai que bah, ça, je pense que c'est vrai pour tout le monde, troisième concours interne ou externe. C'est vrai que il faut plutôt se concentrer sur les écrits jusqu'aux écrits et passer aux oraux, par contre, derrière pour les oraux, quoi. Voilà, tu pourras remercier Sébastien de la part de Romain. Euh, Une autre question, donc là je pense qu'on va tous pouvoir répondre aussi. Dans quel état d'esprit étiez-vous à l'issue des épreuves écrites? Est-ce qu'on était confiant, ambivalent, dépité? Euh, que de souvenirs. Bah, moi, je me rappelle que j'avais eu l'impression d'avoir fait enfin pas un hors-sujet en culture, mais j'étais pas du tout fière de ma copie. Pour les autres copies, pour moi, ça allait, même si j'avais pas eu le temps de me relire. Donc, je savais enfin, je savais pas si justement j'avais fait des fautes d'orthographe qui auraient pu me pénaliser. Donc, c'est vrai que, en plus, j'étais malade pendant la période des écrits, parce que bien évidemment, quand on est trop stressé, bah, on tombe malade. Mais moi, j'avais d'autres concours après à passer, même si c'était le N3S, c'était vraiment la priorité première. Et c'est vrai que du coup, j'ai rapidement décidé de tourner la page, même si, bon, bien évidemment, le soir, on ressasse, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? On regarde ses brouillons pour être sûr qu'on a mis X ou Y chose. Euh, mais je pense qu'effectivement, là, enfin, c'est le moment où il faut vraiment tourner la page et se dire, bon, j'ai fait ce que j'ai fait, de toute façon, c'est bouclé. Donc, si on a d'autres écrits à passer, ben, on se focus sur les écrits à passer. Et si on n'en a pas, on se repose un petit temps et après, on se remet aux oraux, mais enfin, comme si on avait excellé les écrits. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous pourrez jamais savoir si si votre copie a été bancale ou elle est suffisante pour passer. C'est vrai que les notes aux écrits, elles sont pas non plus très, très hautes, hein. À partir du moment où vous avez plus de 12, vous avez des points d'avance, hein. Donc, concrètement, il ne faut pas du tout se décourager pendant la phase des écrits et rester motivé. Voilà. Oui, puis effectivement, on ne sait pas apprécier soi-même ce qu'on a fait. On ne sait pas non plus ce que les autres ont fait. Et comme c'est un concours, là, il y a un classement. Donc, effectivement, mais c'est ça le plus difficile, oui, de passer à autre chose entre chaque épreuve pour ne pas être perturbé sur celle d'après. Une fois que les trois écrits sont passés, pareil, se mettre en mode décompression quand même quelques jours pour qu'il y ait un petit sas. Et après, repartir sur les oraux. Mais voilà, on laisse de côté les écrits. Et, facile à dire.
Mais je pense que c'est vraiment le sujet, parce que si on a ça qui nous trotte dans la tête, enfin, c'est pas bon et on on n'arrive pas à être suffisamment motivé et entier sur les étapes qui arrivent après. Mm. Pour le coup, moi, par exemple, quand je suis sortie de mes épreuves écrites, j'en ai, notamment protection sociale, par exemple, où j'étais assez mitigée parce que j'avais vraiment fini sur le gong. Et voilà, la fin, j'aurais pu, par exemple, je pense mieux la rédiger. J'étais un peu mitigée, mais pour autant, voilà, j'étais mitigée le soir du concours, juste après l'épreuve. Mais par contre, il faut savoir, après, passer à autre chose, oublier complètement ce qu'on a mis dans la copie et reprendre les révisions des oraux. Comme si finalement on oubliait tout ce qu'on avait fait aux écrits en fait. Et c'est vrai que c'est un peu dur cette période de révision parce qu'on révise sans vraiment savoir si on va finalement pouvoir accéder aux oraux ou pas. Mais dites-vous que vous regretterez jamais d'avoir révisé si vous êtes admis après admis aux oraux quoi. Et justement, si vous vous rendez compte que vous passez les écrits et que vous n'aviez pas travaillé parce que vous vous y attendiez pas, bah, c'est là où vous allez regretter parce que vous aurez beaucoup de choses à rattraper en très peu de temps et ça va être difficile. J'aurais une information à rajouter, peut-être un conseil, si jamais pendant la semaine des épreuves, peu importe le concours d'ailleurs, vous pensez que vous avez mal fait une épreuve, c'est pas grave, revenez le lendemain. C'est un conseil très important parce qu'il y en a beaucoup et vous allez le voir quand on passe des concours, le premier jour vous êtes 30 dans la salle, le dernier jour vous êtes 20 ou 25. Mm. Donc il faut revenir, on ne sait pas ce qu'on a Exact. fait, peut-être qu'on se trompe, peut-être que vous avez très bien fait, que vous êtes le seul à avoir compris ou pas ma foi, mais bon, il faut revenir le lendemain et a fortiori, le N3S et les concours qu'on passe, il y a plusieurs épreuves, il y a plusieurs coefficients également, et on a toujours le droit, entre guillemets, de rater une épreuve. Il y en a beaucoup qui ont eu, par exemple, 8, 14, 14, et qui ont le concours. Donc, il faut revenir toujours le lendemain. C'est sûr. Mm. C'était un soulagement quand même. Comme c'est à l'issue des épreuves écrites, il y avait quand Mm. même un soulagement. Alors, qui est de courte durée, hein, bien sûr, parce que derrière, il y a quand même les oraux qui pointent le bout de leur nez. Mais effectivement, quand vous faites les trois épreuves, c'est quand même 11 heures en tout, hein. Il y a 5 plus 4 plus 4. Oui, 13. Pas 13 heures. Pour un comptable, ça va plus bien. Oui, donc effectivement, il y a un réel soulagement. Effectivement, alors après, sur le fait d'être mitigé ou quoi par rapport à ce qu'on a pu produire, peut-être un petit conseil, alors que moi j'avais appliqué notamment au niveau des oraux, pas des écrits, ou alors je m'en souviens pas, c'est parlez-en à votre famille. Mm. Voilà, eux, ils sauront vous rassurer. Ça peut être intéressant. Restez pas tout seul Mm. dans votre coin. Moi, c'est vrai que tous les soirs, j'appelais ma mère pour lui faire un débrief des épreuves. Et mine de rien, pour extérioriser, c'est bien. Et il vaut mieux le faire avec quelqu'un qui n'a pas passé le concours plutôt qu'avec quelqu'un qui a passé le concours parce que c'est en débriefant de ce que vous avez mis dans votre copie que vous risquez encore plus de douter de vous aussi. Ouais. Souvent, après les épreuves, rentrez chez vous et parlez à personne. On dit souvent ça, mais au moins, ça évite de commencer à douter et vouloir se comparer. Et peut-être aussi, bah, après, moi, je sais que enfin, j'étais plutôt contente des sujets qu'on avait. Donc, il y a ça aussi, il y a les sujets. C'est vrai que quand on retourne le sujet, si le sujet nous fait un peu paniquer, là aussi, c'est un peu délicat. Mais n'oubliez pas que normalement, vous avez acquis des connaissances, vous êtes capable de les mobiliser. C'est peut-être pas les sujets sur lesquels vous allez préférer passer 4 heures, mais vous avez toujours votre épingle du jeu à tirer. Et si un sujet vous plaît pas, c'est sûrement qu'il plaît pas à une majorité de personnes aussi et que vous êtes finalement tous dans le même bateau, quoi. Donc, ne lâchez rien. Peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Ellie, quand vous allez sortir de la salle, vous allez forcément voir tout ce que vous avez oublié de mettre sur votre copie. Donc ça, enfin, faut vraiment pas vous paniquer à ce sujet parce que de toute façon, vous ne pourrez pas tout mettre. On peut jamais faire une copie exhaustive. Donc, enfin voilà, on pourrait tous vous raconter des éléments qui étaient capitaux pour le sujet et qu'on n'a pas mentionné. Donc voilà, évitez de vous refaire le film, ça sert à rien. On peut peut-être passer à la question d'après, qui était sur le travail de groupe. Donc, bonjour, quand vous avez parlé d'organisation de travail en groupe, est-ce que c'était des rencontres en présentiel ou en distanciel? Comment avez-vous réussi à former des groupes de travail? Est-ce que c'était aussi des rencontres via vos formations respectives? Alors, du coup, en interne, en fait, on a une école de préparation, l'Institut 4.10, et effectivement, on est rassemblés en sous-groupes aussi parce que certains ont pris des options spécifiques. Donc, c'était notre cas, on était regroupés entre
comptable, l'économie, etc. Et en fait, ma binôme, bon, ça a matché assez directement, enfin, dès le début de la prépa. Par contre, effectivement, c'était que du distanciel. Quand bien même on se voyait en fait une fois, je pense, c'était tous les mois ou tous les 2 mois qu'on avait J'étais pas- T'étais pas. D'accord. Trop dommage. Non, mais effectivement, on se voyait quand on devait aller en présentiel à Paris à l'Institut 4.10. Mais effectivement, même quand on se voyait en présentiel, par contre, on ne travaillait pas ensemble. Néanmoins, en distanciel, ce qu'on avait fait, c'était assez spartiate pour le coup. Les lundis, les mardis, les mercredis et les vendredis soirs, donc de 18h à 21h, 22h à peu près, on travaillait ensemble. Donc on travaillait ensemble sur la protection sociale, on faisait des plans, on faisait des recherches, voilà, on regardait tout ça. Et la compta, essentiellement, la compta, j'ai toujours considéré que la faire à plusieurs, c'était mieux. Voilà, donc effectivement, on y passait une bonne partie de la soirée le vendredi. Et en fait, le samedi et le dimanche, là, alors c'était lié à la prépa 4.10. En fait, on avait des devoirs à rendre, des devoirs blancs à rendre toutes les semaines à peu près. Donc en fait, les samedis et les dimanches étaient dédiés à ces épreuves-là, quoi. Voilà. Mais effectivement, pour ma part, en fait, il y avait que le jeudi. Le jeudi, c'était Aikido, donc c'était ma bouée de sauvetage, ma bouffée d'air frais. Donc ça, on n'y touchait pas. Par contre, derrière, oui, c'est sûr, une chose est claire, c'est un sacrifice que vous faites. Vous faites un sacrifice sur un an et demi, Un pour ceux qui investissement. le font. Ouais. Ouais, mais moi, je garde ce sacrifice. Franchement, oui, c'est quand même un sacrifice familial un petit peu quand même, faut pas l'oublier. Mais par contre, oui, alors c'est un sacrifice qui amène à un investissement. Voilà. Oui, bon, bah, c'est réussir le concours, hein, donc effectivement, bah, on l'a pas sans bosser, quoi. Donc Mm. oui, il faut sacrifier un peu de son temps personnel, on va dire. Juste pour revenir effectivement sur la question, donc l'organisation des groupes de travail, effectivement, moi, c'était par le biais aussi de ma formation à l'IPAC de Rennes. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y sont, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent préparer le N3S, donc c'était plus facile en fait de se mobiliser en groupe. On l'avait fait par affinité et en fait avec tous ceux qui s'étaient investis, qui voulaient préparer ça ensemble. Donc forcément. C'est vrai que ça a été plus facile et plus naturel de mon côté. Est-ce que vous avez d'autres... On passe à la Bon. question de... Après, il y avait aussi sur le présentiel ou le distanciel. Ah oui, en distanciel du Ouais, coup pour ma ouais, part, parce que moi ça. j'étais sur Grenoble, les autres c'était sur Rennes, etc. Mm. C'était tout en distanciel, on avait des réunions qu'on s'était fixées de manière, il me semble que c'était soit hebdomadaire, soit bimensuel, enfin je sais plus, mais pour faire l'état des lieux de qui avait fiché quoi, on avait repris toutes les annales en fait qu'on avait mis dans un Excel. Et on avait mis nos noms et quand est-ce qu'on devait rendre. Et donc, on s'était organisé de cette manière-là, quoi. Mm. Ouais, mais pareil, moi, du coup, bien qu'ayant préparé le concours interne, j'avais une prépa en distanciel. Et donc, très peu de rassemblements. Il n'y en a eu que deux, en tout et pour tout. Et donc, on a quand même réussi à se constituer un petit groupe de 3-4 grands maximum. On n'était pas tout le temps là, tous présents. Mais c'est par contre plus pour travailler sur des sujets en protection sociale. On se servait parfois de l'intelligence artificielle pour nous proposer des thématiques de dissertation type concours qu'on travaillait ensemble, enfin, sur lesquelles on échangeait, on confrontait nos points de vue. Et voilà, c'était plus sur cette partie-là, nous, sur lesquelles on se retrouvait que l'apprentissage, l'acquisition de connaissances. Je rajouterais du coup, parce qu'on parle un petit peu des outils, on avait utilisé un Google Doc. Voilà, on avait utilisé un Google Doc et en fait, au niveau du planning, il y avait aussi le fait, par exemple, moi j'avais les échos, je recevais, je les reçois toujours d'ailleurs, les échos en papier. Donc en fait, je fichais les échos tous les jours à destination de ma binôme. Et en fait, on se répartissait le travail aussi sur du fichage de livres. On avait fait ça aussi, plus des fiches faites avec IA également. Alors ça, les fiches faites par IA, en fait, ce qu'on avait fait, on avait fait un prompt où en fait on demandait une fiche de 2 pages pour faire du recto verso pour l'impression. C'est comme ça au moins ça permettait de pas avoir des feuilles qui allaient un peu partout. Et en fait on avait demandé
un peu de suivre le plan qu'on nous demande. Ça, c'était pour les oraux. Des questions potentielles qu'on pourrait nous poser par sujet, etc. Donc, c'est un peu comme dans le quotidien au travail, c'est qu'en fait, une bonne préparation, de la préparation, ça va vous être utile par la suite pour éviter de perdre du temps, quoi. Enfin, la planification, voilà, l'étape de planification, vous allez y passer du temps, mais plus vous allez y passer du temps, plus vous allez gagner du temps sur les étapes suivantes. Donc ça, c'est important. Faut pas la rush. Voilà. Ça peut Après, être un pour l'usage conseil de aussi. l'IA, il faut quand même être assez prudent et vérifier quand même les sources. Ça peut vous donner des fois une piste, enfin ou plusieurs pistes, mais des fois c'est pas forcément l'angle qui est attendu pour aussi pour bah, surtout pour les oraux, c'est pas forcément l'angle qui est attendu par les, enfin, les jurys. Donc voilà, toujours avoir quand même une forme de prudence sur ça, même si c'est vrai que ça peut être un allié si on sait bien s'en servir. Mm. Pour ma part, je sais que je l'ai beaucoup utilisé pour faire des synthèses parfois de textes, de paragraphes des ouvrages. Et c'est vrai que ça permettait de faire des synthèses claires qui me parlaient, que j'arrivais à comprendre. Et bon, avec un gros gain de temps, c'était rapide. Et globalement, enfin, c'est assez fiable d'y garder les infos qui vraiment pouvaient être mobilisées dans les copies. Donc, je sais que j'ai beaucoup travaillé avec pour ça, beaucoup moins pour m'entraîner à des sujets ou à des plans types, ce genre de choses. On va peut-être passer à la question d'après. Donc, concernant la protection sociale, quel a été, selon vous, l'apport des sources externes dans votre rédaction? Et quelles sources est-ce qu'on pourrait recommander en termes de podcasts, publications, YouTube? C'est externe. Bon, bah, les échos. Voilà. Je l'ai Les déjà échos? dit tout à l'heure, mais les échos, c'est un très bon journal pour suivre l'actualité. Ouais. Ça, Ok. ouais. Je vous conseille beaucoup alors peut-être pas forcément de prendre la version écrite parce que, enfin, la version papier, bon, ça c'est propre à chacun, mais au moins la version numérique. Voilà. Moi, c'est vrai que je me suis beaucoup servi, bah, j'imagine comme vous, des rapports institutionnels. Donc, Cour des comptes, je fichais systématiquement les rapports. Après, je regardais surtout la synthèse. Et j'essayais de noter quand même deux, trois chiffres pour avoir une pertinence. D'ailleurs, essayez des fois, enfin parfois de regarder sur LinkedIn, parce qu'il y en a qui résument certaines personnes peuvent être amenées à résumer certains rapports. Ça peut être intéressant pour gagner du temps. Après, donc, Cour des comptes, IGAS, HCFIP, HCFEA, enfin, voilà, les institutions qui peuvent vous servir s'agissant de la protection sociale. Mm. Il y a le site Vie publique aussi qui est très intéressant, Oui. qui parfois résume les rapports et puis évoque aussi les faits saillants de l'actualité. En tout cas, en ce qui me concerne, il a été très utile. Je vais élargir votre question à toutes les épreuves. En droit public, par exemple, notre sujet l'année dernière portait sur l'inflation des normes. Et c'est vrai que dans le STIRN, qui est le manuel de référence, il n'y avait pas forcément beaucoup d'éléments sur le sujet. Alors que sur Vie publique, justement, il y avait eu un dossier sur l'inflation. Et je crois que sans ce dossier-là, on ne pouvait pas valablement réussir l'épreuve. Donc, comme quoi, les sources externes peuvent être très importantes. Mm. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai parce que je me rappelle, le Centre de protection sociale, il y a un rapport qui était sorti 2, 3 jours avant, rapport Cour des comptes, je crois, sur le déficit de la sécurité sociale. Celui-là, il valait mieux l'avoir lu effectivement 3 jours avant parce qu'il est très, très, très utile pour le sujet. Enfin, je sais pas pour vous, mais Oui, oui. l'impro, c'était ça. Hein. C'est bon. Voilà, c'était. Puis après, en podcast, il y a aussi, ça va pas vraiment apporter des éléments de fond, mais ça permet de remobiliser des connaissances, surtout si c'est des sujets qu'on a vus il y a plusieurs mois, un peu par nos sécu, Oui. avec des éléments d'actualité. Ça peut, voilà, aider à se remémorer, réactiver des circuits de la mémoire. Ça dure pas très longtemps, puis c'est assez souple pour écouter. Oui, ils sont plutôt bien faits, je trouve. Enfin, moi, je les ai beaucoup écoutés aussi et ça m'a beaucoup aidé, ne serait-ce des fois qu'à comprendre des parties, des notions, des sujets qui, à la lecture des ouvrages, me paraissaient moins Ouais, clairs. faire des liens, Ouais, quoi. faire des liens, tout à fait. Je voulais ajouter quelque chose et je sais plus quoi.
Je ne trouve pas. Oui, moi je sais que je regardais aussi le site de la sécurité sociale pour les chiffres, des fois actualiser un petit peu des dépenses, je sais pas, la dette de la CADES, tout ça, il y a beaucoup de chiffres dans leur rapport et du coup, ouais, j'allais essayer de chercher les derniers et de prendre leurs chiffres. Et pour les rapports de la Cour des comptes, tout ça, moi, je sais que je me concentrais vraiment sur ceux qui revenaient dans l'actualité. En fait, j'écoutais les podcasts, j'écoutais France Culture, j'écoutais leur journal et les rapports dont ils parlaient, c'était ceux sur lesquels j'allais le plus le focus et me concentrer parce que j'estimais que c'était les rapports incontournables à pas louper. Voilà, j'ai peut-être été moins dans les rapports que certains, je pense, et plus dans les ouvrages, mais C'est vrai que moi, les rapports, je les avais vraiment fichés. Enfin, et j'étais revenue sur les années précédentes. Après, j'avais eu des fiches enfin, d'autres fiches. Mais c'est vrai que je les avais casés par thématique parce que j'ai une mémoire comme ça où je préfère les voir visuellement par thématique. Et donc, j'avais une liste exhaustive de rapports selon différentes thématiques. Mais c'est vrai que c'est une autre méthode. Mm. Après, c'est vrai que c'est peut-être plus important d'avoir des rapports les plus récents, puisque c'est certainement là où ça peut se jouer, mais bon, des fois, il y a des sujets qui sont pas Mm. forcément d'actualité. Je pense notamment, il y a 2 ans, c'était enfin, au niveau de la protection sociale, c'était l'égalité homme-femme. Bon, il y avait quand même des liens avec l'actualité, mais c'était un peu moins le cas que Oui. la NS, quoi, enfin, le déficit. Après, vous avez aussi dans les ouvrages, je pense par exemple à celui de 50 questions sanitaires et de protection sociale, qui est aux éditions Les Grands Concours, qui est assez souvent recommandé pour réviser la protection sociale, qui cite un certain nombre de rapports. Et juste avoir en tête ces rapports-là et justement savoir qu'ils peuvent être mobilisés pour l'explication de telle politique, par exemple, ou sur tel sujet, ça peut être intéressant et ça, c'est tout à fait mobilisable après dans les copies sans aller consulter dans tout le détail le rapport. Peut-être, oui, si vous êtes curieux, allez lire la synthèse, comme je disais, et ça peut aussi bien compléter et illustrer en fait des propos que vous avancez dans votre copie. Et pour YouTube, alors je ne sais pas si c'est votre cas, il me semble qu'il y en a qui utilisaient les rendez-vous de l'actu Oui. pour peut-être capitaliser un peu sur leur révision. Ça a été le cas de certains de la prépa, de l'école. Après, je sais pas, non, pas de... Si, pour ma part, j'avais Ouais. fait ça aussi. Quelques-uns. Ok. Après, il y en a beaucoup, il y en a qui sont un peu plus anciens et parfois les thématiques, elles sont très précises. Donc, c'est pas toujours extrêmement pertinent pour les écrits, peut-être un peu plus pour les oraux parfois. Mais en tout cas, enfin, je trouve que c'est un super outil. Puis ça vous met dans le bain. Enfin, voilà, c'est très intéressant. C'est un peu comme les podcasts. Ça a le mérite d'exister et il faut en bénéficier, je pense. Mm. Il y avait une question sur l'IA tout à l'heure, on en parlait, juste savoir quelle IA est-ce qu'on a utilisé. Je crois que Elia a répondu à l'écrit. Je sais pas si vous avez. Moi, personnellement, c'était vraiment le chat GPT. Enfin, Bon, c'est pas très écologique, oui, mais non, donc il faut maîtriser. c'est sûr, ouais, il y a mieux. Mais bon, il n'y a pas de point particulier. Et ben, on peut passer à la question d'après. Quel sujet ou thématique cette année voyez-vous comme incontournable sur la protection sociale dans le contexte actuel? ce serait un peu risqué Oui, de vous envoyer vers de mauvaises pistes, oui. d'autant que les sujets sont illimités et ça peut... Mm. Après, ça peut être pas mal. Nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait pris 4 5 sujets. Voilà. On avait fait les plans. On avait planché dessus. Parce que potentiellement, il y a des choses qui peuvent quand même tomber. Parce que là, on avait les sujets jusqu'en 2011, je crois. Bon, après, c'est sur un temps long, bien sûr, mais il y a des items qui pourraient tomber, comme par exemple la transition écologique. Transition écologique. Après, alors, Mm. par exemple, la lutte contre la fraude, c'est quelque chose qui est tellement particulier que est-ce qu'il mérite un sujet à lui tout seul? Pas sûr. Donc, moi, je pense qu'il faut faire un peu de prospection de Mm. sujets qui potentiellement pourraient Mm. tomber, réfléchir quand même de savoir si ce que vous trouvez mérite un sujet à lui tout seul ou s'intégrerait en tout cas dans un sujet qui pourrait tomber. Par exemple, la lutte contre la fraude, même si on en avait fait un sujet à part entière,
la protection sociale, c'était quoi le sujet? C'était sur les déficits. Est-elle condamnée à rester dans les déficits, c'est ça? Bon, bah, on pouvait faire un argumentaire sur la lutte contre la fraude, par exemple. Donc voilà, même si le sujet qui va tomber n'a pas fait l'objet de prospection de votre part, bah, vous pouvez quand même utiliser ces sujets-là pour alimenter des arguments que vous allez mettre dans votre copie. Ça peut être intéressant. Et c'est vrai pour tout finalement. Enfin, c'est quand même des sujets assez larges, les sujets de composition. Et oui, selon comment vous décidez de traiter le sujet, vous pouvez aborder des thématiques qui sont dans le contexte actuel sans que le contexte actuel soit le cœur du sujet. Je sais pas si on pense aux problématiques de la dénatalité, qu'est-ce qu'il y a, les dépenses de l'assurance maladie. Ce genre de choses sont mobilisables dans votre copie, mais on peut pas. Enfin, ce sera pas forcément le sujet à part entière en fait, mais en tout cas, c'est bien d'avoir en tête les grands enjeux, même si c'est pas toujours le sujet, et ça vous servira aussi pour les oraux si vous avez choisi 50 questions, enfin si vous avez choisi les questions sanitaires et de protection sociale, parce que là, il y a vraiment des sujets très très larges et ça peut, enfin là, ça pourrait très bien, par exemple, vous pourriez très bien avoir un sujet sur la lutte contre la fraude. Ouais. Donc, dans tous les cas, essayez de voir le maximum de sujets que vous pouvez voir avant les écrits et en fait, ça vous servira toujours de le savoir. Ça pourra toujours vous être utile. D'ailleurs, en termes de ressources, on n'a pas évoqué CQ Hebdo. Il me semble Oui, que enfin, c'est vraiment intéressant. Et puis, vous pouvez aussi voir quelles sont les thématiques qui sont régulièrement au sein du CQ Hebdo. Et comme ça, vous avez une idée de ce qui pourrait tomber. Après, honnêtement, je préfère pas m'avancer sur ce qui peut tomber cette année. Honnêtement, ça reste très, enfin, c'est Mm. impossible à savoir. Après, c'est vrai que des fois, ils disent que les sujets ils sont préparés en mars-avril, il me semble. Donc, voilà, peut-être que ça peut vous donner une piste, mais honnêtement, on ne Mm. pourra pas vous en dire plus. Ce serait de toute façon un peu dangereux Oui. de miser sur Oui. un sujet. Mais par contre, voilà, entraînez-vous sur plein de sujets. De toute façon, les sujets, ils sont toujours transverses. Donc, il y a des connaissances que vous pourrez mobiliser, quel que soit le sujet. Mm. On a parlé de la dénatalité, de l'espérance de vie, je sais pas, les dépenses, le montant de l'Ondam. Bon, ça, c'est des données que vous pourrez utiliser dans 95% des sujets. Donc, moi, ce que je m'étais fait, c'est que je m'étais fait une petite fiche avec vraiment les grands chiffres, les grands agrégats, le PIB, le taux de chômage, vraiment des données en fait qu'on peut utiliser dans 95% des sujets et comme ça vous le ressortez si le sujet s'y prête. Mais d'ailleurs, il me semble que sur le site de la Sécurité sociale, il y a beaucoup de grands chiffres d'agrégats qui sont disponibles en infographie. Donc, surtout ceux qui ont une mémoire visuelle, n'hésitez pas à les utiliser parce que vraiment, c'est une mine d'or pour ça. Il y a les REPS, pardon. Il y a les REPS, les rapports Oui. d'évaluation, qui sont Oui. très utiles à ce sujet. Oui. Ouais. Les chiffres et les dates aussi, Mhm. donc, pas d'en connaître 15 000, je pense, mais ça peut aussi être intéressant s'il y a une approche un peu historique selon le sujet, Mm. ou pour avoir du fond, savoir pourquoi on arrive à la situation, ça peut être intéressant d'avoir des repères clés, pas perdre du temps dessus, à chercher une date, et c'est vrai que c'est ça qui fera la copie, mais ça peut faire une différence par rapport à quelqu'un qui n'aura pas mis la date. Mm. En matière comment dire, de différence pour se différencier d'une copie, on va dire classique, il peut être important, nous on avait fait ça aussi, je ne sais pas si vous l'avez fait de votre côté, une petite fiche, pas très grande, hein, de citations d'hommes politiques, de personnes ayant travaillé à la sécurité sociale, comme Pierre Laroque. Voilà, ça peut être important, voilà, parce qu'après, le correcteur, lui, ce qu'il va retenir essentiellement, ça va être l'intro et la conclusion. En tout cas, c'est ce qu'on nous a toujours dit, donc voilà. Donc ça peut être important, voilà, peut-être en conclusion, de mettre une citation, ça peut, voilà. Le correcteur, il peut se dire, ah oui, tiens, bon, bah, lui, il a fait l'effort de mettre une citation plutôt qu'un autre. Mhm. Et pour ajouter un conseil supplémentaire là-dessus, je sais que du coup, pour réviser tout ce qui était date, chiffres, citations, auteur, moi, j'utilisais un peu les outils comme Quizlet, où en fait, je rentrais, je me créais des petites cartes avec, je sais pas, quel est le pourcentage des dépenses de protection sociale dans le PIB.
Et derrière, quand on retourne la carte, on peut avoir la réponse enfin, sur les applis numériques, quoi. Et après, on peut mettre si on maîtrise la carte ou pas. Et si on la maîtrise pas, en fait, les jours d'après, elle revient et on la refait. Et ça permet d'intégrer assez facilement, je trouve, tout ce qui est chiffres, dates et hauteur. Parce que c'est aussi que le but, c'est pas d'en apprendre non plus des pages et des pages et des pages. Mais quand on commence à vouloir en apprendre, il faut pas non plus les confondre. Confondre, je sais pas, citer un ouvrage et citer le mauvais auteur, c'est des choses qui peuvent arriver, surtout avec le stress. Et plus on les maîtrise, moins on risque de confondre. Et juste pour terminer, parce qu'on évoquait la transversalité de la question de la protection sociale, enfin, veillez à vraiment avoir plusieurs branches en fait au sein de votre copie pour avoir un équilibre et aussi montrer que vous avez, et voire même différents régimes, hein, si vous pouvez évoquer le régime agricole, les régimes spéciaux, etc. Ça peut être toujours intéressant pour montrer à au correcteur que vous avez vraiment une vision transversale. Mais généralement, les sujets s'y prêtent bien. Donc, c'est peut-être un faux conseil, mais quand même, je préfère le préciser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois Bonsoir, pas. est-ce que vous m'entendez? Ils peuvent les poser au micro aussi, hein, c'est Oui, ça. vous pouvez activer votre micro si vous Est-ce que voulez, vous m'entendez? Bonsoir. mais je ne vois pas pour l'instant. Peut-être qu'on peut meubler avec une de notre stock de questions en attendant, si vous voulez. Ouais. Euh, on a déjà donné pas mal de conseils, mais est-ce que vous auriez chacun un petit conseil à redonner sur n'importe quoi qu'on n'aurait pas évoqué? Bah, moi, c'est la gestion du stress, hein. Honnêtement, enfin, penser à bien vous reposer. Bon, après, c'est vrai que faut se reposer, mais il faut quand même réviser à côté. Mais en fait, si vous vous organisez bien, vous ferez en sorte que vos repos ils seront reposants et que vous travaillerez de manière beaucoup plus efficace. Que si vous essayez de tout faire en même temps, parce que ça, surtout vers la fin, hein, quand on s'approche des écrits, on a envie de tout faire. Et en fait, on se repose pas et finalement, bah, on laisse le stress nous emporter. Donc, voilà, pour moi, ce serait vraiment la gestion du stress jusqu'aux écrits à bien veiller, à bien maîtriser. Moi, je dirais aussi que, il faut que vous vous fassiez confiance sur les méthodes que vous avez choisies pour réviser et votre progression dans les révisions. Essayez pas de vous comparer aux autres. Personnellement, je pense que j'ai passé trop de temps à douter, à me demander si j'avais la bonne méthode, si je faisais correctement. Mais en fait, il y a autant de façons de faire qu'il y a de personnes, je pense. Et faites-vous confiance, en fait, parce que c'est pas parce que vous êtes totalement différent des autres que vous n'y arriverez pas. Il y en a qui parfois révisent jusqu'à tard, il y en a qui révisent entre les épreuves, il y en a qui révisent pas, il y en a qui font rien une semaine avant. Donc voilà, et en fait, faites-vous confiance et culpabilisez pas quand vous faites autre chose que réviser aussi, parce qu'on n'est pas des machines et on a aussi besoin de temps, comme Chanel disait, de repos, même de temps pour faire du sport, ou tout simplement, voilà, pour ceux qui ont une famille ou qui ont un appartement à gérer, enfin ce genre de choses. Voilà, enfin en tout cas, faites-vous confiance et culpabilisez pas. Vous avez acquis des connaissances, vous êtes capable de les mobiliser et c'est en ayant confiance que vous aurez la meilleure capacité à analyser le sujet et à assumer l'angle d'attaque que vous prenez et à écrire quoi. Enfin, le concours, c'est ça aussi, c'est il faut y aller et tout donner. Moi, je- Pardon, vas-y. Merci, Elie. Je dirais que l'objectif des entraînements de façon générale et des concours blancs, c'est de s'entraîner, de vérifier le fond de ce qu'on écrit, mais aussi la forme. Et quand je parle de la forme, j'entends le temps avant tout. Et la gestion du temps, c'est très important parce que finir une épreuve en ayant mal fait, ça arrive. Finir une épreuve parce qu'on a et en ayant du retard et en finissant, par exemple, que votre dernière phrase soit dans votre 2A, par exemple, c'est dommage. Pourquoi? Parce que parfois, vous avez la compétence, vous avez les informations pour finir la copie, sauf que par manque de gestion du temps, vous n'arrivez pas à la finir, qui est sans doute beaucoup plus perturbant que finir une copie sans fond ou sans compétence. Donc vraiment, moi, ce que je faisais, c'était que pendant mes concours blancs, je notais sur une feuille à part, une feuille de brouillon, à chaque fois, à chaque heure, à quelle heure je terminais ma partie. Donc quand je terminais l'introduction, quand je terminais le 1A, quand je terminais le 1B, et j'ai essayé le jour du vrai examen, le jour du vrai concours, de reproduire ces éléments-là. Par exemple, moi, en droit public, je savais qu'il me restait 3 heures
à chaque fois qu'il fallait que je me donne 3 heures pour la rédaction. D'autres ont besoin de beaucoup moins de temps. Moi, je sais que j'aime bien rédiger, j'aime bien beaucoup rédiger, et je prends du temps également à rédiger. Donc 3 heures de rédaction et 2 heures de réflexion et de construction du brouillon, c'est à peu près le niveau de temporalité que je m'étais défini. Du coup, ce que je voulais dire, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis en matière de gestion du temps. Deux choses. La première, c'est qu'il faut absolument que vous ayez un temps de relecture de, on va dire, 10 minutes avant de finir l'épreuve. C'est super important. L'orthographe, euh, je pense que, enfin, au niveau du tour de table, on a dû tous se corriger peut-être une faute ou deux hein, dans nos copies. Ça, le correcteur, il est très attaché quand même. Hein. Il les voit, les fautes d'orthographe. Hein. Donc, bon, bah, faut savoir aussi qu'un correcteur peut être de bonne ou de mauvaise humeur. Donc, tout est important. Donc, gardez ouais, 10 minutes à la fin de l'épreuve pour relire votre copie, pour corriger les fautes. Voilà, ça sera, c'est pas que ça sera valorisé, mais en tout cas, ça vous dévalorisera pas, quoi en termes de notation. Et le deuxième, c'est en matière de gestion du temps. Ce que j'avais fait, c'est que je savais à peu près en matière de chronomètre, de temps à la montre, savoir en fait combien vous devez être à telle étape. C'est-à-dire par exemple de synthèse alors de mémoire. Hein. Par exemple, l'introduction et la première partie, par exemple, devait être rédigée au bout de 1h45. Si j'étais à 1h55 ou à 2h, c'est que j'étais en retard. Donc ça vous permet aussi, en faisant ça, d'ajuster votre temps. Si vous voyez que vous êtes en retard, bah là, vous allez plus vite, forcément. Mais ça vous permet de rester en général dans le timing. Ça peut être important voilà, de faire au chrono, enfin à l'heure, quoi. Pour rebondir, moi je sais que j'avais jamais le temps à la fin de me relire. Donc ce que je faisais, c'est que je le faisais au fur et à mesure. Après le grand 1, je relis le grand 1, je m'efforçais au fur et à mesure pour ne pas avoir ce temps à la fin, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais vous l'avez peut-être lu dans les rapports du jury, les copies, il faut impérativement les finir. Ça fait partie des éléments qui font que vous pouvez avoir une note éliminatoire. Donc voilà, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous finissez votre copie. Voilà, faites même une conclusion brève, mais au moins montrez que vous avez fini, quoi. Oui, clairement. Et je rebondis sur la question de l'orthographe. Je pense que c'est d'autant plus important en note de synthèse où on vous demande un nombre de pages limité. Donc là, c'est vraiment important de soigner l'orthographe parce que les correcteurs, en général, sur cette épreuve-là, ils les loupent vraiment, vraiment pas. On a une question qui est pour toi, je crois, Olivier, puisque c'est la personne à la droite d'Élie, et à mon avis, c'est toi dans le... Ouais. Quelle prépa avez-vous faite si ce n'est pas celle de l'ICAT 10? J'ai fait Sciences Po Lyon, IEP en ligne. Ok, et on avait une question sur le temps de réponse pour les résultats des écrits. Donc nous, on avait fait les épreuves fin mai. Je ne saurais pas dire Mais peu importe, c'est exactement les dates. toujours fin août. Et on avait eu fin août. Ouais. Donc ouais, il y avait deux, enfin, mais ouais, il y avait pas mal de mois. Et c'est pas les notes, hein, c'est juste l'admissibilité. Oui, et c'est pas les Donc, notes. épreuve orale, parce que les notes en elles-mêmes, bah, c'est après les oraux. Donc c'est quoi? C'est fin septembre, début octobre, je crois. C'est ça, 26 août, là, après. Ceux qui ne sont pas admissibles, ils ont leur note plus tôt, mais effectivement, tout le monde a les notes. Oui, c'est ça. A priori, c'est le 26 août. Donc, oui, c'est vrai que vous avez une longue période avant les résultats des écrits qui est longue, qui est vraiment longue pour tout le monde parce qu'on est vraiment dans l'attente. Mais n'attendez pas le 26 août, c'est de savoir si vous avez passé les écrits ou pas pour préparer les oraux parce que voilà, si les oraux sont très rapidement derrière et en général, on a déjà beaucoup de choses à voir pour les oraux. Donc, si vous n'avez pas anticipé, ça va vraiment être très, très stressant. Oui, par contre, par rapport à d'autres concours, sur les résultats après les oraux, c'est assez rapide Oui. parce que le N3S compacte au maximum le passage. Donc, je crois que pour nous, il y avait juste 10 jours de passage au total. Et donc, le dernier jour, c'était le 25. On avait eu les résultats presque dans la foulée. Voilà. C'est sur 2 semaines les oraux, et le jeudi de la deuxième semaine, c'est le dernier jour des oraux. Le vendredi, le jury final se réunit et on a les résultats à ce moment-là. Bon, on est un certain nombre à avoir eu d'ailleurs notre dernier oral la veille en fait du résultat, donc ça va très très vite.
Mais ce qui est rassurant finalement. Oui. Oui. Au moins, oui, ça n'a pas trop d'incertitude. Mais en tout cas, sur la période de l'été, pour vos révisions, je sais qu'il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'ai globalement révisé, enfin, dès que les écrits sont terminés, j'ai pris peut-être 1 ou 2 semaines de pause et j'ai repris les révisions, mais à un rythme beaucoup moins soutenu que ce que je faisais avant pour préparer les écrits, pour justement bah, essayer de profiter un petit peu de mon été. Donc j'ai moins travaillé, mais par contre j'ai travaillé sur la durée. Et il y en a qui, par exemple, vont prendre un mois où ils vont rien faire, mais par contre travailler davantage les autres mois. Ça, je pense que c'est propre à chacun. Oui. Après, et je rebondis du coup sur la question là, sur le format de la préparation de l'oral. Mm. Alors peut-être un truc qu'il faut absolument pas faire, que moi j'ai fait, que j'ai un peu regretté quand même. Vous avez 3 oraux, donc 2 oraux techniques et un grand oral. Le grand oral, il y a 2 choses. Vous préparez, sauf pour le troisième concours, je crois, parce que c'est différent, mais vous avez 10 minutes de passage, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est à vous. Donc voilà, vous préparez un speech de 10 minutes sans feuille, sans rien, et en fait, vous révisez votre discours, vous le faites encore, encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à tenir 10 minutes, de 9 minutes 50 à 10 minutes 10 à peu près. Par contre, alors, vu qu'on avait travaillé en collectif pareil à ce moment-là, on avait fait que ça. C'est-à-dire, plusieurs jours par semaine, en fait, chacun de notre tour, on passait sur notre discours. Et les autres nous notaient, nous donnaient des conseils, etc. N'oubliez pas, la deuxième étape qui est cruciale, c'est de préparer les potentielles questions qu'on va vous poser, fonction de votre parcours, de votre CV, etc. Je l'ai fait à la toute fin, j'étais pas bien, j'ai eu quoi, 2 semaines, c'était les oraux blancs en plus. Avec les directeurs, etc. Heureusement que je me suis bougé à la toute fin, parce que sinon j'aurais eu mon 5 sur 20, très clairement. Non, mais enfin, ouais, faut pas oublier, en fait, ce que je veux dire, c'est que dès que vous commencez à retravailler, donc après cette coupure de 1 ou 2 semaines, où j'ai pris 1 semaine, je crois, Pareil. n'oubliez pas cette étape de préparer les questions Mm. aux oraux, parce que c'est 30 minutes. Il y a 10 minutes, ok, c'est pour vous, mais il reste 20 minutes derrière. Et le jury, il va pas vous faire de cadeau. Il va pas vous faire de cadeau pour plusieurs raisons. Déjà, il va vous mitrailler de questions. Il va voir si vous êtes suffisamment solide sur vos appuis. Donc là, il va attendez-vous à ce qu'il vous titille, hein. C'est le but du jeu. Voilà. Il va voir si vous savez gérer des questions auxquelles vous pouvez pas répondre. Mais voilà, effectivement, en matière de révision, ne négligez surtout Mm. pas cette partie. Absolument pas. Voilà. Et pour le coup, l'IA peut vous aider elle peut vous inventer tout un tas de questions qui peuvent vous aider. Et justement, certaines questions sont vraiment, enfin, vous verrez, moi, je sais que je lui avais copié-collé ma présentation à l'IA et je lui avais demandé de me faire des questions en fonction de cette présentation. Et ça m'avait sorti beaucoup de questions, ou du moins, ça m'avait fait travailler plusieurs points que après je pouvais mobiliser dans les réponses aux questions et ça m'avait beaucoup aidé. Donc, Et le dispositif d'accompagnement par ses élèves en propose aussi. On a fait un tableau qui recense tout un tas de questions sur lesquelles oui, on a été interrogé. oui, Donc, en général, c'est toujours le même format de questions, hein, donc, reprenez-les et préparez vos réponses. Typiquement, sur une mise en situation, il y a des éléments qui reviennent, quelle que soit la mise en situation. mm, Donc voilà, ça, il faut les avoir en tête. mm. De toute façon, enfin, on fera un webinaire qui sera consacré aux oraux, donc il sera plus tard. Il y en aura un autre en mai, un petit peu dans ce format-là. Et après, plutôt après les écrits, on refera un webinaire sur les oraux et comment réviser l'été un peu plus en détail. Euh, il y a une question, juste, je pense que c'est plus pour vous. Est-ce fréquent de voir des élèves internes sans expérience managériale présenter le concours? Comment peut alors se dérouler le grand oral? Je pense que ça peut marcher. C'est ton cas, Ellie? C'est mon cas, effectivement. Et toi, Olivier, t'avais fait du management, toi? Toi, Ok. Charlotte, tu Moi, as j'en une ai expérience. Moi, c'était le contraire. J'étais externe, mais avec du Ouais. management. Ah oui. Ok. Ça répondra pas trop. Du coup, vu que c'est mon cas, je vais répondre. Alors, effectivement, on peut être élève interne, présenter le concours et ne pas avoir fait de management. D'ailleurs, on est trois dans ce cas-là au moins.
effectivement. Tous les corps de contrôle, en fait. On est trois à avoir pied dans les corps de contrôle. Et effectivement, dans ce cas-là, on n'a pas fait de management. Pour autant, alors il y a deux choses. Déjà, quand je disais qu'il fallait préparer les questions qui potentiellement pourraient tomber dans les 20 minutes, effectivement, il va falloir faire un focus important là-dessus. Le jury peut effectivement vous poser des questions au niveau du management, vous n'en avez jamais fait sur votre vision du management. Il peut vous demander un cas pratique managérial. En tout cas, il peut vous chercher là-dessus. Après, malheureusement, le concours, c'est aussi une question de chance. C'est-à-dire que on n'aura jamais les mêmes questions qui vont tomber pour deux candidats qui auraient exactement le même CV, par exemple. Moi, je sais que, alors, je pense que j'ai eu un peu de chance sur au moins certaines de mes questions, car elles ont beaucoup tourné sur mon métier de contrôleur. Et des questions où on attendait, alors comment dire, dans vos 10 minutes, vous vous présentez un projet pro, mais vous vous présentez vous-même. Moi, j'avais axé sur la déontologie et l'éthique, parce que j'accorde une très grande importance à ces deux notions. Et en fait, derrière, dans les 20 minutes de questions-réponses, le jury a pu me questionner sur ça. Mais il faut rester cohérent avec ses propos qu'on tient dans les 10 premières minutes. On m'avait posé la question suivante, pour donner un cas concret. On m'avait demandé si, en tant qu'agent de contrôle, et que je vois un collègue contrôleur, alors frauder, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, c'est ce qui a été retenu, frauder à la badgeuse. Qu'est-ce que vous faites? Bon. Quand vous tenez un discours sur l'éthique et la déontologie, vous n'allez pas dire je ferme les yeux. Donc la réponse attendue, c'était non, je fais un signalement à moins de plus un, etc. Après, le jury, il essaie de vous titiller, il vous dit, ah, vous êtes sûr, c'est la première fois et tout, vous n'êtes pas un peu dur et tout. Non, il faut rester droit dans ses bottes. Vous tenez un discours, les 10 premières minutes, vous vous y tenez. Sur les 20 prochaines minutes, vous restez cohérent. Voilà. Le grand oral, c'est une question de cohérence et de rester soi-même. Et pareil, pour des questions dont vous n'avez pas la réponse, moi, on m'avait posé des questions sur des chiffres, franchement, j'aurais jamais pu anticiper la question. Bah, effectivement, j'ai dit, je ne sais pas, quoi. J'ai dit, non, écoutez, je vous dirais une connerie, je ne sais pas. Mais il faut rester soi-même, quoi. Ça, c'est très important. Et donc, pour répondre à la question, effectivement, en tant qu'élève interne, même si on n'a pas fait de management, oui, on peut passer le concours. Par contre, effectivement, il faut anticiper les éventuelles questions, il faut consolider cette partie-là. Dans le projet professionnel, par exemple, moi j'avais dit que je voulais peut-être être fondé de pouvoir ou directeur comptable et financier. Alors on m'avait demandé si c'était pas un peu trop confort, parce que comme j'avais fait que de la compta, bah, je reste un peu dans ma bulle. Mais en fait, l'idée c'était de dire, bah non, parce que comme j'assure le côté technique, bah, ça me permet de développer le côté management. Voilà. Donc, il faut préparer ces questions. Enfin, il faut préparer les réponses à des questions qui potentiellement pourraient tomber. Voilà. Je nuance juste sur le côté, il y a jamais de réponse attendue. C'est à vous de les défendre, de défendre votre parti pris. Mais voilà, chaque réponse peut potentiellement se défendre. À vous de l'argumenter pour défendre votre point de vue. Ouais. Et en plus, le fait même en interne d'avoir, ou externe d'ailleurs, potentiellement, il peut y avoir aussi des expériences managériales, ça n'exonère pas de questions sur le management et dans lesquelles on peut éventuellement se retrouver piégé. Donc c'est à préparer aussi. Et d'ailleurs, ils peuvent présenter plus ou moins les mêmes situations, en interne, en externe, enfin avec ou sans expérience managériale, c'est plutôt ça le critère. Et même le niveau attendu ne sera pas le même. Effectivement, quelqu'un qui a déjà de l'expérience devra apporter des éléments complémentaires. Après, je pense qu'il peut être intéressant pour ceux qui n'ont jamais managé en interne essentiellement sur ces sujets-là, c'est éventuellement de solliciter des managers opérationnels, stratégiques, de bien faire la différence entre ces différentes strates opérationnelles, stratégiques, agents de direction, savoir qu'est-ce qui fait leur quotidien, là où sont leurs difficultés, savoir comment ils réagissent. Alors, s'ils réagissent bien, bien sûr, mais voilà, et puis surtout, bien penser systématiquement à associer ses pairs, ses homologues, sa hiérarchie, les services support, et le jury ne s'attend pas à ce qu'on résolve la situation qu'il nous présente, mais qu'on puisse mobiliser des connaissances et qu'ils puissent détecter un potentiel. Je parlais plutôt pour les internes, mais je pense que c'est valable pour les externes aussi complètement. Même si on est moins attendu sur ces questions-là, l'avoir en tête, c'est toujours utile. N'oubliez pas aussi qu'en matière de stratégie, il peut être intéressant dans les 10 minutes de laisser des portes ouvertes pour la suite. Le jury peut s'engouffrer dans celle-ci, mais vous avez préparé le terrain en amont.
Ça, il faut l'avoir en tête aussi. Alors, je dis pas qu'il faut en avoir 20 non plus, hein, des portes ouvertes, mais quelque chose que vous avez volontairement laissé de côté pour que le jury derrière il vous pose la question, bah, ça permet d'avoir des questions en moins potentiellement piégeuses. Donc ça, c'est pareil, les 10 minutes, en fait, elles servent aussi à ça, quoi. Voilà. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas dans le chat. On arrive un petit peu au terme de du webinaire. Je laisse encore 1 ou 2 minutes. Ah, merci. S'il n'y en a pas, je pense on va conclure. Bon, merci. Et bon courage. Oui. Oui. Bah, merci à vous tous pour votre participation et pour vos questions. Nous, on est toujours ravis d'échanger et de pouvoir vous aider. On espère que ça a pu un petit peu vous éclairer. Et puis, si jamais vous avez encore des questions, il y aura un autre webinaire en mai et vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse mail que je vous ai indiquée au début de la réunion. Voilà, on reste disponible pour répondre. Et puis, bah, bon courage à vous pour la suite de votre préparation. Ça, le concours, enfin, les écrits approchent. Et voilà, donc ne lâchez pas et restez bien motivés. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon Merci à vous. courage, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.